souhaite ceci, souhaite cela. Il faut savoir aussi que pendant cette période, on va vivre des événements géopolitiques qui vont changer la donne au niveau de l'utilisation de nos forces aériennes. Bien évidemment, la première grosse modification, ça a été le retrait de l'OTAN, puisqu'on était à ce moment-là tout seul et il fallait mettre en œuvre les armes stratégiques. Donc, tous ces mélanges géopolitiques, industriels ont fait qu'il fallait impérativement avoir un avion ou des avions pour le futur dans les années 80, 90, 2000. Et bien évidemment, à cette époque, la création de l'Europe avec un grand E, dans les années 70, 72, 75 jusqu'à 76, tout le monde rêve d'une coopération internationale, européenne. Et quand je dis internationale, en fait, on verra que même Dassault Aviation a demandé une coopération, a proposé une coopération avec les Américains. Ce qui ne s'est pas fait, je vous expliquerai pourquoi aussi tout à l'heure. Mais donc, toute cette coopération se met en place et bien sûr, on se tourne en Europe vers nos alliés les plus chers, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et la France. Donc, le club des 5 surgit à cette époque-là et les demandes des états-majors, même s'ils sont relativement complémentaires et globalement à peu près les mêmes, c'est-à-dire que tout le monde veut un avion pour les années 90-2000. Très, très rapidement, on va s'apercevoir que les demandes spécifiques de chaque pays divergent énormément. Et ça va poser un énorme problème. Donc, en 72-73, la France commence à parler d'abord avec l'Allemagne, avec Messerschmitt, qui souhaite remplacer ses F-104, ses fantômes. Puis très rapidement après, les Anglais disent « Ah, moi, ça nous intéresse de construire effectivement un nouvel avion parce qu'on a aussi des fantômes, on a aussi des tornados, donc on voudrait avoir quelque chose de commun. » Et bien évidemment, les Anglais avaient commencé à parler en secret avec les Italiens, avec le consortium Panavia. Et donc, les Anglais ont dit ben, « Voilà, ça serait bien de se retrouver tous autour du même consortium et d'entamer les discussions. » Donc, en 1978, il y a un programme qui s'appelle ACT, qui est l'avion de combat tactique demandé par l'armée de l'air. Mais, dans le même temps, la marine souhaite aussi, dans ces années 78-80, souhaite aussi remplacer ses super-étendards à terme et propose donc la création d'un avion qui va s'appeler ACM, avion de combat de la marine. Donc, tout ça fait que chacun réfléchit de son côté. Bien évidemment, la société Dassault Breguet Aviation se lance sur un projet et va sortir un projet qui s'appelle l'ACT 92, qui préfigure dans les grandes lignes ce qui va devenir le Rafale postérieurement. Donc, chez Dassault Aviation, à cette époque, dans les années 75 jusqu'à 80, Dassault maîtrise totalement les commandes de vol électrique, la centralisation de tous les systèmes d'armes, donc est en avance par rapport aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens et aux Espagnols. Donc chacun y va de son petit projet. Et puis les années passent et en 1980 notamment, comme ça n'avance pas beaucoup, Dassault demande à un Américain de la société Grumman, PDG de Grumman, voilà, de coopérer éventuellement, peut-être que ça serait pas mal. Et notamment, à l'époque, les Américains étaient en avance par rapport à nous sur les moteurs. Donc, Grumman dit « Ah oui, c'est une très, très bonne idée ». Et en fait, très, très rapidement, la société Dassault Aviation va s'apercevoir que Grumman est là pour prendre les bonnes idées et rien dévoiler. Donc, cette coopération, qui n'en était pas une, va tomber à l'eau tout de suite.
Mais dans les années donc, 80, l'Europe se dit, là, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on avance sur un projet d'avion commun. Et donc, chaque état-major suggère des éléments sur des pénétrations, sur des avions intercepteurs, sur des avions tactiques. Et donc, on essaye de faire un petit peu le tri et très rapidement, on s'aperçoit qu'il faut créer 3 sous-projets. Un à 8 tonnes 5, le français, avec un moteur français. Un deuxième à 9 tonnes, qui est l'allemand. Et puis le 12 tonnes 5, qui est l'anglais, parce qu'il reprend un moteur de turbo-union qui existe déjà, qui est un vieux moteur. Et donc, voilà, ils veulent quelque chose de très, très gros. Donc, la France et le ministère de la Défense, très rapidement, dit, bon, écoutez, tout ça, c'est bien joli, mais où est-ce que ça va nous entraîner? Et là, très rapidement, Dassault Aviation dit nous pensons que ça va nous entraîner dans des dépenses énormes pour faire un avion qui ne sera pas celui demandé par les autorités françaises. Donc, en 1981, dans les années 80 et 85, chaque constructeur, c'est-à-dire les Anglais, les Français et les Allemands, se lancent sur leur projet. Et puis ces projets avancent. Et très rapidement, la France dit il faut qu'on soit en avance, il faut qu'on présente un projet avant tout le monde, parce que c'est comme ça que ça pourra faire avancer l'affaire. Mais parallèlement aux industriels, les états-majors, et notamment les états-majors français et la Marine nationale, disent nous, on veut un avion marine et on veut un avion polyvalent pour l'armée de l'air. Très rapidement, on s'aperçoit que le concept anglais-allemand, les Italiens et les Espagnols étant en second rang, très rapidement, on s'aperçoit que donc, ces projets anglais-allemands ne sont pas du tout ceux qu'attendent les états-majors français. C'est-à-dire que les Anglais et les Allemands, c'est normal, dans les années 80, veulent un intercepteur. Et les Anglais veulent un avion très lourd parce qu'ils ont beaucoup plus de distance pour aller dans les blocs de l'Est, dans le bloc de l'Est. Mais ils veulent un intercepteur essentiellement. Or, la France veut un avion multirôle. Et donc, les projets proposés par nos amis anglais et allemands ne sont pas les. Mais les volontés politiques font que dans les années 83-85, toujours dans ces périodes-là, on a des politiciens qui cherchent à effectivement partager les dépenses, parce que ça serait mieux de partager les dépenses, parce que les budgets de défense sont en régression. Donc, il faudrait essayer de mutualiser tout ça. Et les industriels disent oui, mais ça va être difficile parce que chacun veut tirer la couverture à soi. Et en 1983, Charles Hernu autorise la notification d'un contrat d'avion spécifique à la société Dassault Aviation qui va s'appeler ACX, Avion Combat Expérimental. Donc là, on s'approche énormément. Cet ACX, il a été vu dans les années 80, 85, 85. On s'approche beaucoup du Rafale. Et bien évidemment, Dassault Aviation dit nous, c'est Snecma et c'est Thomson à l'époque. Il n'est pas question de faire autre chose que ça. Toujours dans ces années-là, il y a donc des réunions fréquentes avec les états-majors et les industriels étrangers. Et en 1984-85, c'est très simple, les Anglais, qui ont toujours des très, très bonnes idées, disent bah voilà, nous, c'est très facile. Donc, on prend la direction technique, les Allemands prennent la direction industrielle, les Italiens extraordinaires prennent la direction financière, les Espagnols font la négociation des contrats avec tout le monde, et les Français, bah voilà, vous dirigez le consortium. Et donc, vous imaginez bien que ce n'était pas acceptable, et d'autant pas acceptable que ce qui sortait de ce chapeau était un avion intercepteur et non pas un avion multirôle. Et donc, ce découpage magnifique réalisé par nos amis anglais a fait dire
au directeur financier de la société d'assaut à l'époque, d'assaut aviation à l'époque, dire ben, les Britanniques nous ont invités comme une dinde à Noël. Voilà, ça représente exactement l'impression que les Français avaient. Donc, on voit que la mésentente cordiale s'est installée. Et en 1985, le ministre de la Défense, donc à l'époque Charles Hernu, annonce au sommet de Turin le retrait de la France du programme EFA, Eurofighter Advanced Training. Voilà. Donc tout ça, c'est terminé. Et donc, à ce moment-là, on rentre effectivement dans l'ère du Rafale. Voilà. Donc, pourquoi un nouvel avion? Petit résumé. Donc, en décembre 1977, je vous l'ai déjà dit. En 1983, la CX. Et en 1983, décision d'un programme commun. Voilà. 85, retrait du programme commun, essentiellement basé sur les différences d'options opérationnelles, et notamment l'avion européen n'était pas un apponteur, donc la marine n'en voulait pas, chose très importante parce qu'à ce moment-là, la marine a dit, eh bien nous, on va acheter du F-18 américain. Dans cette coopération, la France, bien sûr, avait le rôle de président du consortium, et encore une fois, l'avion EFA était de base un intercepteur non multirôle, alors que la France souhaitait un avion multirôle. Marcel Dassault a été convoqué et a vu François Mitterrand lui disant de toute façon, vous avez bien fait d'arrêter ce programme parce que l'achat d'un avion européen qui n'aurait pas répondu aux capacités opérationnelles demandées par les états-majors, cet avion coûte beaucoup trop cher puisqu'il était à l'époque estimé à 272 millions d'euros pièce. Il n'y avait pas d'euros à l'époque et c'est ce qui s'est avéré après par la suite exact. Donc il fallait acheter l'avion européen, il fallait acheter des F-18 américains et nos amis américains ne nous en faisaient pas cadeau. Et en plus, il fallait conserver un certain nombre d'autres avions très longtemps pour pouvoir répondre aux missions qui n'étaient pas réalisées par l'EFA. Voilà. Donc tout ça fait que ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué de gesticuler. Donc en 86, la CX devient le Rafale. Et comme vous le voyez ici, c'est un nom qui est décliné de l'Ouragan de Marcel Dassault, qui a été le premier chasseur français à réaction. Donc le programme Rafale est lancé en janvier 88. Donc vous voyez qu'on est parti de 1955, quelques élucubrations, des avions inventifs qui ne répondaient pas du tout aux spécificités et aux demandes des états-majors. Les états-majors changent bien évidemment entre-temps de leur fusil d'épaule, veulent autre chose, veulent des avions de basse altitude, veulent des avions d'appui tactique, veulent des intercepteurs. Et effectivement, le multirôle devient évident. Et en 88, on est là. Donc 1988 et en 1991, c'est le premier vol du Rafale. Alors, ce que je vous propose, c'est on est à peu près à, pas tout à fait la moitié, mais on a passé une période importante qui était toute la naissance du Rafale. Donc, si vous avez des questions, eh bien, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vais regarder s'il y a des questions. Il n'y en a pas. Donc, je continue la présentation. Voilà. La présentation du Rafale A, qui préfigure le Rafale C, qu'on verra plus tard, qui était un peu plus petit, qui était plus court. Et déjà, on remarque ici la fragilité du train d'atterrissage. Quand je dis la fragilité du train d'atterrissage, parce que bien évidemment, cet avion était absolument incapable d'apponter. Sur cette photo aussi, on voit un élément très important ici, qui sont les entrées d'air. Alors, on n'en voit qu'une. Mais ça a été aussi, techniquement, ce qui a fait aussi basculer la France pour ne pas accepter l'Eurofighter, parce que l'Eurofighter avait des entrées d'air juxtaposées sous le nez de l'avion, ce qui est un handicap énorme, parce que s'il y a en vitesse supersonique extinction d'un moteur, la dépression de ce moteur fait que le deuxième moteur s'arrête. Alors que le fait de séparer les deux entrées d'air de chaque côté de l'avion, sur un seul moteur, l'avion peut encore voler. Donc ça,
techniquement, et ça a été une demande très très forte des états-majors en disant nous, on ne veut pas ça. Les avions, des extinctions d'avions, juste pour mémoire, le F-104 américain qui a volé jusque dans les années 70-80 en Allemagne, à Taïwan, en Danemark, en Belgique, au Canada, s'appelait le faiseur de veuves. C'était un fer à repasser avec des moteurs surpuissants qui s'éteignaient aussi vite qu'ils s'allumaient. Pour mémoire, je crois que l'Allemagne a dû perdre aux alentours de 114 ou 118 pilotes simplement avec ces F-104, ce qui n'est pas le record du monde parce que le record du monde est détenu par les Belges et par les Canadiens qui proportionnellement ont perdu encore beaucoup plus de pilotes. Donc vous voyez que cet aspect technique là était fondamental. On voit aussi très très nettement sur cet avion la modernité avec une verrière très très dégagée, pas du tout comme le Mirage 3. Vous voyez, le Mirage 3, lui, partait comme ça et il n'y avait pas du tout de visibilité derrière. Là, on voit comment on découvre une bulle avec une très très grande visibilité. Voilà. Donc, avant de vraiment de rentrer, enfin de parler du Rafale réellement, quelques comparatifs pour la France voilà, longueur, hauteur, envergure, masse à vide et maxi au décollage entre le Rafale et le Super Étendard. Donc, vous voyez qu'on est à peu près dans les mêmes longueurs, on est un petit peu plus haut, ce qui pose un problème sur le porte-avions. On a à peu près la même envergure. Par contre, la masse à vide est de 9,8 tonnes. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ce qui avait été demandé par les Allemands, 9,5 tonnes, et la France souhaitait plutôt 8,5 tonnes à l'époque, parce que le moteur M53 serait plus capable de pousser un avion de 8,5 tonnes. En fait, très rapidement, on s'est aperçu que 9,8 tonnes était un poids tout à fait acceptable pour pouvoir faire voler le Rafale. 7 tonnes pour le Super Étendard. Par contre, là où on voit une énorme différence, c'est qu'on a quasiment doublé la masse maxi au décollage entre un Rafale et un Super Étendard. Et masse maxi au décollage, même s'il y a un peu plus de pétrole, c'est surtout l'armement. Aujourd'hui, je reviendrai tout à l'heure sur les standards, mais aujourd'hui, le Rafale emmène son poids en armement. Donc, on est très très loin des avions par le passé. Par rapport au Mirage 2000, vous voyez, à peu près même envergure, à peu près même longueur, à peu près même hauteur. La masse à vide, bon, on était voilà, dans les mêmes. Par contre, ici, bien évidemment, énormément de différence avec la masse maxi au décollage. Voilà. Bon, le Rafale, donc ça y est, dans les années 90, dans les premières périodes, dans les premiers mois de 1990, le Rafale commence à voir, on a les contours du Rafale, technologiques, d'armement. Et ce qui est très important, c'est que la cellule est en matériau composite carbone Kevlar. Vous verrez tout à l'heure, je vous ai fait une petite vue sur les surfaces qui sont en carbone Kevlar sur le Rafale. C'est un biréacteur et à part le Mirage 4 qui était un biréacteur, c'est carrément le premier biréacteur opérationnel que va avoir l'armée de l'air et la marine. Une interaction totale de tous les capteurs du système d'armes, ça c'était une demande très forte des armées, et notamment de l'armée de l'air. Vous allez voir que l'armée de l'air ne voulait pas entendre parler d'un avion biplace. Parce que bon, les seigneurs de l'armée de l'air, c'est des pilotes, et le pilote n'a besoin de personne, et surtout pas d'un navigateur aérien. Et la marine, bien évidemment, dame précautionneuse, qui sait ce dont elle parle au niveau de la navigation, a dit moi je veux un avion avec un navigateur. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est passé. Donc, nos amis de l'armée de l'air ont eu des biplaces, et la marine n'en a pas. Je reviendrai aussi sur ce point tout à l'heure. Très, très important, un avion commun à 80% pour les deux armées. Et ça, c'est une première nationale. C'est une première nationale. Vous imaginez un petit peu que le Rafale a remplacé le Mirage 3, le Mirage 2000, le Mirage F1, CTR, le Super Étendard, le Étendard 4, le Super Étendard, le Crusader, et que subitement, il n'y a plus
qu'un seul avion en France, pour les deux armées, qui va faire toutes les missions. Imaginons que pour faire voler tous ces petits avions avant, il fallait des stocks de pièces, toutes différentes. Il fallait les acheter, les trouver aux États-Unis, les trouver partout. Là, 80% de l'avion est commun entre la marine et l'armée de l'air, ce qui va entraîner une modification fondamentale dans la logistique et la gestion des stocks. Très important pour la marine, qui a eu les premiers avions, d'avoir des stocks, et même aujourd'hui, de l'armée de l'air, pour pouvoir avoir, pas tout emmener sur le porte-avions, mais pouvoir avoir accès au stock de l'armée de l'air. Donc cet élément, 80% de communalité, est très, très important. Et puis, dernier point, dès les premiers lancements, les premières commandes de Rafale, il a été acté que le Rafale évoluerait en fonction d'un calendrier. Le premier standard, c'était le standard F1 pour la marine, uniquement intercepteur, uniquement pour remplacer le Crusader. Et puis après, évolution en standard F2, F3, F4. On reviendra aussi sur ce point-là en fin de conférence. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de l'introduction des matériaux composites. Ben, ça, c'est une image assez intéressante. Vous voyez, dans les années 76, 0,25% du Mirage F1 était en carbone, en composite. À l'époque, ce n'était pas du carbone, c'était du composite fait à la société d'assaut aviation d'Ardeuil. Donc c'est très important, c'est pour ça que j'en parle, parce que vous allez voir que la société Ardeuil ici est très, très impliquée dans le Rafale. Et en fait, c'est cette évolution du composite sur le Mirage 2000, bon, sur le Falcon, parce que c'était un des premiers avions non militaires à avoir du composite. Le Rafale A, dont on a parlé tout à l'heure, 24%. Et enfin, maintenant, le Rafale, la dernière définition, à 28%. Alors, pourquoi aussi c'est important, et surtout pour nous, pour la région? Parce que vous voyez ici, en rouge et en jaune, ce sont toutes les parties composites de l'avion. Et en fait, ceci représente 70% de la surface mouillée de l'appareil. La surface mouillée, voilà, c'est quand il pleut, tout ce qui se mouille, c'est cette surface-là. Et donc, 70% de l'appareil est fabriqué à l'usine d'Ardeuil. Très, très important pour nous, ici au Pays Basque, le Rafale est essentiel. Voilà, donc entre ce qu'on a vu tout à l'heure, le Rafale A et le Rafale C01, dont je rappelle qu'il a fait son premier vol, donc vous voyez une livrée totalement différente, on s'aperçoit que c'est pratiquement un delta, en fait c'est un peu un faux delta, avec des canards ici, voilà, commande électrique, avion furtif, j'en reviendrai surtout s'il y a des questions tout à l'heure. Donc, vous voyez, pas du tout ce qu'on a connu dans les années 87 avec le Rafale A. Puis maintenant, on va parler du Rafale pour la marine. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la marine souhaitait d'abord remplacer le Crusader et le Super Étendard. Et quand la France a dit on ne sait pas ce qu'on va faire, ils ont dit on veut un F-18. Bien évidemment, ça a été le tollé en France en disant il n'est pas question d'acheter des F-18. L'amiral il a laissé sa casquette d'ailleurs. Mais parallèlement à ça, il y avait la construction d'un nouveau porte-avions. Et le couple avion-porte-avions est bien évidemment fondamental pour la marine. Et ce porte-avions, la marine voulant un biplace, la longueur d'un porte-avions est essentielle pour l'appontage. Donc, tout le monde sait depuis les années 50, 54, quand les États-Unis ont construit des porte-avions modernes, que la longueur de carène, c'est-à-dire du bateau lui-même, pour un porte-avions, et surtout pour un porte-avions, est à peu près correcte au-delà de 270 mètres pour s'affranchir des mers standards, de la houle standard, des mers, ce qu'on appelle l'état de la mer 4, qui est globalement une mer standard, pour éviter des trop forts roulis, trop fort tangage, ce qui est essentiel et bien sûr aussi pour l'appontage. Donc, la marine avait éventuellement demandé un porte-avions de cette taille-là, de 170 mètres. Ce qui a été refusé par l'État français parce que la construction
du porte-avions devait rentrer dans les cales de la DCN de Brest et pas ailleurs, pas dans les chantiers navals de l'Atlantique. On aurait pu construire un porte-avions de 550 mètres, hein, comme les plus gros transports de pétrole. Non, eh bien non, ça a été construit à Brest. Et donc, la carène de ce porte-avions, de ce nouveau porte-avions, a limité déjà les possibilités d'appontage et de catapultage. Donc, un porte-avions beaucoup plus court. Et puis, un point aussi très, très, très important, c'est que le porte-avions a été équipé d'une chaudière nucléaire, ce qui n'était pas le souhait de la Marine nationale, pour des tas de raisons. Je pourrais en parler aussi tout à l'heure si vous me posez des questions, mais ce n'était pas du tout le souhait de la Marine nationale. Et le souhait principal de la Marine nationale d'avoir un gros porte-avions et pas une chaudière nucléaire, c'était que la chaudière nucléaire qui était issue des sous-marins nucléaires, du dernier sous-marin nucléaire qui n'avait pas vu le jour, cette chaudière limitait la vitesse du porte-avions à 27-28 nœuds, alors que le Foch et Clemenceau était déjà à 32 nœuds et que c'était déjà limite pour envoyer des avions de 7 tonnes 8 et 10 tonnes. D'accord ? Donc, la Marine a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Parce que là, avec moins de vitesse sur le porte-avions et un porte-avions de la même taille, ça va nous poser des problèmes. Et donc, très, très rapidement, on s'est aperçu que le Rafale biplace, pour la Marine, n'était pas possible. Hein, l'adjonction d'un biplace, c'est-à-dire d'un deuxième siège pour le navigateur derrière, c'est aux alentours de 800 kg, 700 et quelques. Voilà, plus le renfort de structure dû à l'avion Marine faisait que ça ne passait pas. Donc, on s'aperçoit que la Marine a un très bel avion monoplace et l'armée de l'air a donc un biplace. Mais les spécificités de l'avion Marine, elles sont ici. Le train d'atterrissage, et je vais faire une digression bien évidemment sur ce train d'atterrissage fabriqué par la société Messier. Une petite chose très chère qui s'appelle l'échelle pilote rétractable parce que la Marine, et à l'époque j'étais officier de programme pour la Marine du Rafale, et nous avons milité pour effectivement que cette échelle soit rétractable parce que sur le porte-avions on n'a pas beaucoup de place, surtout sur un petit porte-avions, et donc mettre une échelle, grande échelle pour faire descendre le pilote, et tout ça posait énormément de problèmes. Donc la Marine a dit je veux une échelle rétractable, et ça tombait bien parce que la Marine était engagée à 20 ou 25% du programme Rafale par rapport à l'armée de l'air. L'armée de l'air a payé une grande partie de cette échelle rétractable qui n'existe pas sur les avions de l'armée de l'air. Donc cette échelle rétractable. La crosse d'appontage, bien évidemment, spécificité marine. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est un petit capteur en haute dérive pour la navigation à bord du porte-avions parce qu'il faut que le couple avion-porte-avions puisse se caler exactement au même moment, à la bonne position, quand l'avion quitte le porte-avions, pour que la référence ne soit pas le pôle Nord ou autre chose, mais la référence de navigation soit le porte-avions. Voilà, donc ça, ce sont les spécificités marines. Donc voilà à quoi ressemble l'avion Marine. Ici, vous voyez, par rapport au Césarin tout à l'heure, qu'on a eu l'adjonction d'une perche de ravitaillement, qui existe aussi sur les Rafales, bien sûr, de l'armée de l'air. Sinon, globalement, à peu près la même chose. On voit juste ça ici. Alors, ce gros cigare ici, c'est la guerre électronique. Et je reviens sur ce système aussi de guerre électronique parce que c'était aussi une cause de discorde avec nos amis anglais, allemands, italiens et espagnols. Parce que chacun voulait de la guerre électronique, mais personne ne voulait partager les données de guerre électronique. Et donc, chaque spécificité de guerre électronique revenait et incombait au pays qui les faisait. Donc, la position, les câblages dans l'avion, etc., tout ça était ingérable. Voilà. Alors, nous avons parlé donc de la spécificité de la marine. On voit ici un train, vous voyez, par rapport à la petite jambe, à la petite paille allumette qu'on voyait sur le premier Rafale. Vous voyez la grosseur de ce train, le renfort ici, les renforts ici. Là, on voit très, très bien les entrées d'air très, très bien séparées. En plus, cette forme d'entrée d'air a intéressé et intéresse énormément de monde parce que le Rafale, qui est discret, est vraiment très, très discret,
cette discrétion est due aussi à la forme de ces entrées d'air. Donc, on a eu dans les premiers temps, on voyait le Rafale exposé au centre du Bourget, des tas d'admirateurs chinois, russes, américains, etc., qui venaient prendre des photos de ces entrées d'air pour savoir pourquoi c'était aussi discret que ça. Et cette discrétion, en fait, on s'aperçoit que lorsqu'un radar vient frapper un avion, l'éclairer, ce qu'on appelle l'éclairer, si les entrées d'air sont ici, comme sur le FA, eh bien, on rentre directement dans le moteur, on va voir, et on voit les turbines tourner, etc. Donc, l'écho-radar est énorme parce que chaque écho-radar se reflète sur les ailes de turbine, sur les ailettes de turbine, et donc ça fait un écho-radar absolument monstrueux. Donc ici, ce n'est pas le cas. Donc, sur cet avion marine, bien évidemment, le train, et derrière, on voit ici la crosse d'appontage. Voilà. Et bien voilà, donc nos amis de l'armée de l'air, avec un tout petit train, mais des petits trains aussi ici, mais c'est un bel avion aussi. On voit ici, bien évidemment, la perche de ravitaillement et l'optonique secteur frontal qui est à l'avant. Alors, ce train, il a causé beaucoup de problèmes à la Marine nationale. Et j'étais donc à l'état-major à l'époque, officier de programme Rafale, et je m'occupais donc du système d'armes et de toutes ces choses-là. Et en juillet et août 92, le Rafale est parti sur une base américaine, sur deux bases américaines. La première, Patient River, et la deuxième, Lakehurst, aux États-Unis, parce que la France n'a pas de catapultes sur piste, alors que les Américains ont des catapultes sur piste. Et bien évidemment, qui dit catapultage dit appontage. Et bien évidemment, sur ces pistes de Patterson River et de Lakehurst, on est capable de catapulter l'avion sans qu'il décolle et de le faire accrocher pour voir comment il résiste. Donc, ces premières campagnes d'appontage simulées sur piste aux États-Unis ont été fondamentales pour l'avion marine. Et nous avons eu énormément de surprises aux États-Unis quand nous avons fait les premiers essais de catapultage. Il faut se dire que le Rafale a aussi une autre spécificité par rapport à tous les avions que la marine avait connus avant. Étendard, les Aquilons avant, mais étendard, super étendard modernisé, Crusader, Alizé, tous ces avions étaient catapultés par des élingues, c'est-à-dire des grands câbles métalliques qui venaient s'accrocher ici sur le sabot de la catapulte. Et ce joli câble partait irrémédiablement à l'eau, sauf sur un seul type d'avion, et qu'un câble l'élingue de catapultage coûtait aux alentours de 1 000 à 2 000 euros à l'époque pour catapulter un avion, donc ça venait très cher. Donc, première grosse nouveauté pour le Rafale marine, c'est un catapultage par une barre qui s'appelle la tow bar, une barre de tractage, qui vient, elle, s'enficher dans le sabot de catapulte. Bien évidemment, derrière, comme sur tous les autres avions, on a un frein mécanique qui se dit holdback en anglais. Et ce holdback, au moment où on va lâcher, il y a une éprouvette ici qui va se casser et donc l'avion est tiré sur la catapulte vers l'avant. Vous voyez la position de cette tow bar. En fait, le train est comprimé. On voit très bien que le train est comprimé et que ça tire, cette tow bar est tirée vers l'avant. Quand on libère, alors là, on voit ici le holdback est énorme et on voit très bien la tow bar qui vient s'enficher dans le sabot de catapulte. Donc, cette tow bar là vient se comprimer l'amortisseur du train avant et pendant toute la traction sur la catapulte, 70 mètres à peu près, l'avion est comprimé et au moment où le sabot de catapulte, lui, se bloque, la barre est libérée et toute l'énergie, alors là c'est un petit calcul mathématique, mais toute l'énergie qui est emmagasinée dans le vérin de l'avion et dans les contrefiches ici, va être restituée et ça fait que l'avion se met en position d'incidence de décollage tout seul. Donc c'est ce qu'on appelle un train sauteur et c'est ce qui a fait
pas du tout rire nos amis américains quand on est arrivé à Patuxent River et à Lakehurst, parce qu'ils nous ont dit il n'y a que les Français pour imaginer des choses aussi complexes, aussi sophistiquées et qui marchent. Parce que, bien évidemment, eux, comme ils ont des grands porte-avions, ils n'ont pas ces problèmes de distance franchissables avec leurs réacteurs et avec les catapultes. Nous, petites catapultes, il faut que l'avion puisse voler, donc il fallait trouver un système pour que la vitesse en bout de catapulte et l'incidence au décollage soient les bonnes pour pouvoir que l'avion soit en ligne de vol. Ces essais à Lakehurst, les deux premiers essais, ont été catastrophiques parce qu'on s'est aperçu que ici derrière, il y avait une grosse barre ici et une grosse barre ici, qui était réputée incassable, était totalement tordue. Et en fait, en instrumentalisant le train d'atterrissage ici, on a mis des accéléromètres à peu près partout, et on s'est aperçu qu'au moment de la libération ici de la tow-bar, ici, il se passait des phénomènes avec des accélérations de 80 fois la pesanteur, 80 G. C'est-à-dire que là, 80 G, même les matériaux les plus sophistiqués n'ont pas tenu. Donc, il a fallu, avant de continuer la campagne, revenir en France très rapidement, refaire la cinématique de ce train et faire un train beaucoup plus résistant à cause des contraintes de porte-avions et bien sûr de la masse de l'appareil. Voilà, donc ça, c'est les spécificités de l'avion marine. J'ai parlé bien évidemment du couple Rafale porte-avions. Donc ça, c'est le Charles de Gaulle. On voit sur l'îlot avant les deux ascenseurs, alors que sur les Foch Clemenceau, pour ceux qui ne sauraient pas, l'îlot était légèrement plus arrière. Il y avait un ascenseur avant et un ascenseur arrière. On voit une catapulte et on voit une deuxième catapulte ici. Donc deux catapultes. On voit ici sur cette photo le groupe aérien qui n'est plus tout à fait le même aujourd'hui, mais bien évidemment avec les Rafales, avec les Hawkeye qui ont remplacé les Alizés et les super étendards. Voilà. Donc, le couple porte-avions Rafale. Les dates clés du Rafale embarqué, ça c'est très important. Donc, 92-93, les campagnes aux États-Unis. 93, première campagne à la mer sur le Foch. Donc, on avait réglé avant avril 93 les problèmes de catapultage et d'appontage. 94, la deuxième campagne à la mer. 1994, date clé, commande des Rafales M2 et M3, puisqu'à l'époque, ici, nous n'avions qu'un seul Rafale marine qui s'appelait le M1. Donc, la France commande deux Rafales M2 et M3, 94. Et en 98, c'est la dernière campagne sur le Foch, campagne d'essai. En septembre 98, on fait la campagne de qualification sur le Charles de Gaulle. Et donc, entre 98 et 2004, la marine va commencer à recevoir ses premiers avions, une dizaine, il y aura une dizaine d'avions. Très rapidement, dès qu'ils sont à bord du Charles de Gaulle et dès que la flottille est constituée, février 2004, mission Agapante en Afghanistan. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en fait, la flottille a été déclarée opérationnelle après ses premières missions de guerre. Donc, la flottille a été déclarée en juin 2004, entrée en service opérationnel. En mars 2007, le standard F2 arrive dans la marine. Il est arrivé en 2005, très précisément. On repart en Afghanistan. Et pour mémoire, en mars 2007, ce sont les premiers tirs en mission de guerre. Voilà. Donc, ça, c'est le Rafale à bord. Ici, petite photo pour vous faire voir cette fameuse échelle rétractable. Coût de développement, 10 millions d'euros. Juste pour le développement. C'est un bijou de technologie parce que, vous voyez, c'est un petit vérin qui rentre, qui s'enfonce, qui vient s'enfoncer, qui tourne, qui rentre dans la cabine. Et en fait, quand cette échelle est entièrement intégrée dans l'avion, cette partie-là vient se coller le long de la paroi et plus rien n'apparaît. Donc, prouesse technologique. Deuxième prouesse technologique, la pointe avant ici du Rafale. La marine aussi, très rapidement, et j'ai été un des premiers à le demander, s'ouvre latéralement.
parce que l'antenne radar ici, qui est ici, a besoin d'être des fois changée, ou on accède à des systèmes techniques qui sont derrière. Donc cette pointe avant s'ouvre latéralement. L'armée de l'air avait demandé à ce que ça s'ouvre vers le haut. Ce qui est normal, c'est que, en fait, cette pointe avant, ben voilà, dans l'armée de l'air, on a de la place, on a des grands hangars, on a des grandes échelles, donc on peut lever facilement la pointe avant et on peut la descendre. Sur le porte-avions, ce n'est pas le cas, on n'a pas beaucoup de place, donc il faut que ça s'ouvre comme ça, parce qu'il faut que ça puisse s'ouvrir sans échelle. Mis à part que, ici, comme ça s'ouvre, il y a des systèmes de gonds, comme dans une porte, et que cette pointe est très très lourde, et que ici, vous ne voyez pas parce qu'elle n'y était pas encore installée à l'époque, il y a une petite boule qui s'appelle l'optronic secteur frontal, et cet optronic secteur frontal est un système de mesure en liaison avec l'armement, un certain nombre d'armements du Rafale, et que ce système-là, pour être efficace, il doit être à peu près calé à moins d'1 millimètre près, 0,5. Et qu'un gond, tout le monde sait qu'un gond, lorsqu'il s'est ouvert une fois, tout va bien, 2 fois, tout va bien, au bout de 100 fois, ça commence à bâiller, ça commence à jouer, il faut mettre des rondelles. Or, ce n'était pas possible. Donc là aussi, une prouesse technologique énorme pour pouvoir faire que cette pointe avant s'ouvre et se ferme sans qu'il y ait de jeu au niveau de la pointe avant. Donc, une énorme prouesse technologique. Je ne parlerai pas aussi d'une spécificité typiquement marine. Les camarades de l'armée de l'air avaient demandé tout ce qui était système embarqué électronique avec des unités remplaçables en ligne de plus de 80 kg ou 100 kg, parce qu'ils ont des chariots, ils peuvent amener des chariots près de l'avion, ils peuvent les sortir, facilement les véhiculer. Nous, ce n'est pas possible. Donc, nous, on a dit, on veut des URL qui fassent 20 kg maximum. C'est-à-dire que tous les gens que vous voyez ici travailler, pour ceux qui ne sont pas habitués à avoir un porte-avions, eh bien, c'est eux qui vont, lorsqu'il y a une panne sur l'avion, ce qui est assez rare, mais lorsqu'il y a une panne sur l'avion, vont déposer, soit ici, soit derrière, soit ici, sur les portes, des boîtes électroniques à bout de bras, sans l'intermédiaire d'un petit élévateur, etc., etc. Et vont prendre cette petite boîte et vont la descendre sous le pont d'envol, dans les ateliers, par des trous d'hommes, ce qu'on appelle des trous d'hommes, c'est-à-dire des échelles très pentues, et que descendre quelque chose de 80 kg était totalement illusoire. Donc, la marine a demandé à tous les industriels, et notamment à Thomson, de faire des URL de 20 kg maximum. Vous voyez que toutes ces contraintes, l'échelle, la pointe avant, la crosse, le train d'atterrissage, les URL, ont fait que entre 1994 et 2000, les premières notifications, il y a eu plein d'évolutions techniques. Et il faut savoir que lorsque j'étais à l'époque, dans les années 90, au programme Rafale, il y avait énormément d'impasses technologiques qui étaient faites sur des systèmes à terminaison, et notamment le système du radar qui s'appelle le RB2. On avait, la société Thomson avait mis sur des facilités de refroidissement des composants par des systèmes cryogéniques qui n'étaient pas développés à l'époque. Donc, on se disait, et les industriels se disaient, oui, mais d'ici 5-6 ans, on va maîtriser cette technologie, Il faut savoir que pour refroidir les unités électroniques qui sont à bord, il y a des petits tuyaux avec du coulanol, avec du liquide de refroidissement qui passent, et que ces tuyaux font 1 millimètre de diamètre, et il faut les couder, et que tous les gens qui ont fait de l'hydraulique savent que lorsqu'on coude un tuyau, le flux dans le tuyau varie. Donc, vous voyez, ces impasses technologiques étaient monstrueuses. Donc, cette évolution technologique, elle a été extraordinaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Rafale est un avion extraordinaire. Voilà, bon, petite chose, là, on voit bien, j'ai mis cette photo pour la sortie de catapulte. Là, on est carrément au bout du porte-avions. Et on voit bien que la tow-bar, ici, est relevée complètement. Donc, elle était dans cette position-là quand elle est tirée. Et là, elle est relevée. Et on voit surtout que le train est totalement détendu ici. Alors que tout à l'heure, ça, c'était complètement comprimé. Là, c'est complètement détendu. Et en fait, le train a fait sauter l'avion. Et voyez cette pente ici qu'on appelle l'incidence au catapultage est essentielle
parce que sans ça, eh bien, il y aurait eu beaucoup de mal à faire voler cet avion du porte-avions. Donc, prouesse technologique encore, et ça vole. Voilà, deuxième photo, belle photo, comme la marine sait les faire, avec un très beau coucher de soleil. Voilà, on va toucher pratiquement, on m'avait dit de faire 1 heure, je crois qu'on est pratiquement dans les temps aussi. Donc, les standards, le standard F1 uniquement pour la marine, je l'ai dit tout à l'heure, en 2004, capacité intercepteur uniquement, RR. En 2005, arrivée du standard F2 avec la capacité air-sol. Donc ça, c'était les premiers avions de l'armée de l'air sont arrivés en configuration F2 parce qu'ils voulaient avoir la capacité air-sol en plus, bien évidemment, de la capacité air. Et puis, un certain nombre d'éléments ici qui sont très importants. La transmission de données MIDS, l'OSF dont j'ai parlé, Optronic Sector Frontal, le calculateur modulaire, nouvelle interface homme-machine. Il faut savoir que pour les pilotes de l'armée de l'air et de la marine, le saut technologique du Rafale aussi a amené un élément très très nouveau, c'est-à-dire que le pilote n'avait plus de manche devant lui, là, entre les jambes, mais un manche comme ça se fait maintenant sur les avions de ligne, parce que tout ça a été développé par ça. Et donc, c'est un manche, 2 manches qui sont les gaz et la commande pour diriger l'avion, qui sont des joysticks latéraux. Et sur le joystick latéral du pilote du Rafale, cette interface homme-machine fait qu'il y a quelques boutons, on va dire, qui permettent d'afficher des écrans, de pointer des cibles, etc., etc. Et qu'en moyenne, chaque bouton a à peu près entre 30 et 50 affichages possibles. Donc, vous voyez, nous, avec nos petits ordinateurs ici, on cherche toujours comment ça va pouvoir marcher. Et bien, les pilotes, c'est là des virtuoses de la boutonique parce que, évidemment, ils ne peuvent pas se tromper sur l'affichage de ce qu'ils veulent à l'écran en phase 2, avec les écrans partout, avec les cibles affichées. Donc ça a été aussi le développement de cette interface homme-machine a été très, 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 très long. Le F3, le standard F3 en 2009, ça y est, on est largement passé. Augmentation de la furtivité, oui, bien évidemment. Le radar RBE2, et à ce moment-là, le radar RBE2 a été équipé d'une antenne active. Un nouvel OSF, un nouveau Spectra, c'est le système de guerre électronique. Et enfin, l'amélioration du M88. Alors, bien évidemment, je n'ai pas parlé beaucoup du moteur, mais je vais en parler maintenant parce qu'un avion sans moteur, ça s'appelle un fer à repasser, et que la France et SNECMA ont développé là un réacteur unique au monde, et je le dis parce que c'est la vérité, bien évidemment, unique au monde, parce que c'est un moteur qui travaille à une température, la turbine travaille à une température supérieure au point de fusion des ailettes des compresseurs. Alors ça, c'est un miracle aussi de la technologie, et il n'y a que les Français pour faire ce genre de choses, parce que comme on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on n'a pas beaucoup de personnel, on ne va pas changer les réacteurs tout le temps, et qu'on n'avait pas beaucoup de place dans cet avion pour mettre des gros réacteurs, donc il fallait condenser tout ça, et la vitesse de rotation de la turbine et la température, surtout la température de la turbine, sont essentielles pour la propulsion de l'avion. Et donc, la réussite de ce moteur M88, c'est de travailler à une température au niveau des ailettes de chauffe qui est inférieure aux les ailettes de fusion des ailettes, la température du moteur étant supérieure. Donc voilà encore une chose qui a été essentielle dans le développement du Rafale. J'en ai dit énormément sur tous ces développements, et le prochain standard, dont je ne vous le parle pas, parce qu'il est en 2025, amènera encore d'autres éléments. Voilà, la conférence va toucher à sa fin. Bon, ça c'est une livrée intéressante de nos amis de l'armée de l'air qui aiment bien faire joujou avec des avions magnifiques. Et tous les ans, il y a des meetings, tous les ans ou tous les 2 ans, il y a des meetings mondiaux avec des avions de plein de pays. Et donc, ça s'appelle le Tiger Meet. Et donc, pour cette occasion,
Le Rafale avait été, on voit le museau du tigre ici, et avait été peint en tigre. Très, très belle décoration. Voilà. Dernier point, je vous l'avais prédit tout à l'heure, c'est le coût du programme. Ces coûts sont les coûts des années 2000, 2005. Donc, pour 286 appareils, en fait, on a moins, ça sera moins parce que la France a réduit entre-temps son nombre d'appareils, puisque les commandes export ont permis de faire baisser le nombre d'appareils français, donc la note pour la français, et pas baisser la production au niveau de la Société d'Aviation. Le dépassement estimé est de plus 14%. Alors, j'entends pas, c'est dommage, mais je vois des yeux qui clignent, je ne les vois pas non plus, c'est dommage aussi, que l'estime de 14%, c'est énorme. Moi, quand mon épouse dépasse le budget de 14%, c'est une catastrophe. Mais là, on est sur des programmes d'armement, il n'y a pas de problème. Le coût unitaire d'un Rafale biplace, 73 millions d'euros, un avion s'entend toujours pris sans armement. Parce que bien évidemment, si vous mettez 2 bombes ou 5 bombes ou des missiles guidés laser, etc., l'emport armement est totalement séparé. Donc, le coût unitaire, c'est l'avion qui vole, prêt à voler sans l'armement. Le Rafale C, le Rafale armée de l'air, 70 millions. Et le Rafale M, 78 millions. Alors, bien évidemment, entre ça et ça, on a toutes les modifications dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le coût à l'heure de vol, très très important. Et ça, vous voyez, ça a été lissé entre 2009 et 2013 à 14 596 euros. C'est très précis. Ce sont des chiffres qui sont facilement vérifiables à la Cour des comptes, sur les instances étatiques. Donc voilà, quand on met un avion en l'air, ça coûte 14 596 euros. Et puis, on va bien évidemment comparer ce qui est comparable. Et la comparaison se fait avec le Typhoon de nos amis anglais et allemands et italiens et espagnols, parce qu'ils sont tous dans cet avion. Donc, 20 milliards d'euros pour 160 avions. Donc, vous voyez qu'on est au prorata beaucoup plus fort au niveau de l'EFA. À 125 millions de livres par avion, 126 millions millions de livres par avion. Le programme, en 2004, le Typhoon n'était toujours pas un avion multirôle. Il faudrait dépenser 21 milliards de dollars de plus de livres pour le faire passer en multirôle. Ce qu'il ne sera jamais, parce que la conception même de l'avion, et notamment des trains d'atterrissage, font qu'il ne pourra jamais, dans sa configuration d'aujourd'hui, emporter un certain nombre d'armements air-sol. Donc ça, c'est une catastrophe pour nos amis du consortium Typhoon, parce qu'ils vont dépenser beaucoup d'argent, et en fait, il ferait mieux de refaire un avion plutôt que d'essayer de le transformer en multirôle. Donc ça, c'est absolument pas un multirôle. Dépassement communiqué par le contrôle financier de 75%, c'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui un dépassement budgétaire de 75%. Le F-35 américain, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. 1510 milliards de dollars pour 2433 avions, plus de 396 millions de dollars pour le développement et coût à l'heure de vol, 24 000 euros par rapport aux 15 000 euros du Rafale. Donc, vous voyez, tout ça fait que, bien évidemment, le Rafale, on peut en dire plein de choses, mais c'est un avion fabuleux qui a fait ses preuves aujourd'hui partout dans le monde, ce que n'ont pas fait ni le F-35 ni le Typhoon, que le Rafale est toujours largement en avance sur ces avions, en sachant que le F-35 n'est pas un avion multirôle et que le Typhoon ne le sera jamais. Voilà. Donc, les coûts, c'est une chose. Et puis après, je me suis amusé à vous donner quelques phrases comme ça qui peuvent faire du mal ou faire rire. Mais
Quand ce sont les journalistes qui les sortent, ça fait plutôt rire, parce qu'à part faire du papier et d'annoncer des mauvaises nouvelles, ils ne font pas grand-chose d'autre. Et donc, dans les années 87, je mets les journalistes parce que c'était repris largement par tous les médias, le mirage du Rafale, c'est-à-dire qu'en gros, en France, on ne verra jamais le Rafale en 1987. Et puis, la même année, un politicien célèbre à l'Assemblée nationale, je vais le nommer parce que je dois dire que c'est assez insupportable de pouvoir dire des choses comme ça, a traité les industriels français de sinistres industriels. Eh bien, Monsieur Michel Rocard, j'espère que vous avez changé d'avis, et si vous n'avez pas changé d'avis, c'est dommage pour vous parce qu'il n'y a que les imbéciles qui font ça. Donc, les sinistres industriels vous remercient de votre soutien et vous savez. Et en 2005, nos amis journalistes, bien évidemment, ne peuvent pas s'empêcher de dire pourquoi le Rafale est trop cher, est invendable à l'export. Eh bien, je vais aussi vous raconter 2-3 petites anecdotes si vous le souhaitez, mais je vais le faire quand même. Qu'est-ce qu'un avion trop cher? C'est une question qui m'a été posée quand j'étais chez Dassault Aviation par beaucoup de gens quand j'étais sur le terrain dans des pays étrangers et en France, et notamment un jour en France où j'ai un général étranger qui dirigeait une grosse délégation de généraux de différents pays de l'armée de l'air. Et donc, j'ai commencé ma petite présentation sur la société Dassault Aviation, sur les avions. Et la première question a été Mr. Tronca, why your aircraft are very expensive? Et bien évidemment, c'est une très très bonne question, monsieur, je vous remercie de me l'avoir posée. Eh bien, nos avions, ils ne sont pas very expensive, ils sont very, 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 very. Vous pouvez rajouter 10 comme ça derrière, expensive. Very expensive, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce que je sais, c'est que je paye les pompiers tous les ans au moment de la fin de l'année, en espérant jamais les voir chez moi. Et que dans la défense d'un pays, on va mettre beaucoup d'argent en espérant ne jamais avoir à s'en servir. Mais lorsqu'on a besoin de s'en servir, autant faire ce peu que ça soit efficace. Eh bien évidemment, moi, je ne vais jamais m'acheter un Rafale. C'est very, 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 very expensive. Mais pour un pays de 150 millions d'habitants, qui a X frontières, est-ce que c'est very, very expensive? Et puis, mon général, vous avez d'autres avions que français. Vous avez des Français, mais vous avez d'autres avions français. La liberté qu'offrent les avions français, c'est de base. Les avions américains, quand vous achetez un avion américain, vous achetez la technologie américaine, c'est-à-dire qu'il faudra passer par les Américains pour changer une pièce. Vous achetez le support américain et c'est vendu par le Congrès américain. Et donc, dès que vous avez un problème avec les Américains, eh bien, vous n'avez plus, vos avions ne volent plus. Et bien évidemment aussi, entre parenthèses, lorsque vous recevez les avions américains, vous recevez 200 ou 300 ou 400 techniciens américains qui viennent sur vos bases pour vous expliquer comment pas toucher les avions parce que c'est eux qui vont les toucher. Quand vous achetez un avion français, le Rafale, le Mirage 2000, et vous le savez très bien, mon général, et j'avais une petite armoire à côté de moi avec des boîtiers électroniques de vidéoprojecteurs fermés à clé. Donc, j'ai fermé ce petit cabinet, cette petite armoire, j'ai mis la clé dans ma poche et je lui ai dit, voilà, la liberté, c'est très important. Et vous voyez, cette petite clé, mon général, ça s'appelle la liberté. Quand vous achetez un avion français, vous achetez la clé pour ouvrir l'armoire, pour faire toutes les modifications que vous voulez dans votre avion, sans demander rien aux Français. Quand vous achetez un avion américain, cette clé, c'est le Congrès américain qui l'a. Est-ce que la liberté a un prix? Je ne pense pas. Est-ce que les avions sont trop chers? Je ne pense pas. Voilà, c'était une petite conclusion amusante, mais il faut savoir que la réalité, outre ce qu'en disait M. Michel Rocard, ou nos chers politiciens, ou nos chers journalistes, le Rafale, c'est 7000 emplois en France et 500 PME. Et les clients étrangers, c'est l'Égypte, le Qatar, l'Inde, et il y en a d'autres qui vont. Eh bien voilà, ça a dépassé un tout petit peu l'objectif de temps, mais comme ça a un petit peu pas tâchonné au départ, je pense qu'on est dans les temps. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi. J'espère que j'ai été le plus clair possible, que je n'ai pas parlé trop vite.
Donc, vous voyez une très, très belle image du Rafale en montée. Il faut savoir que le Rafale, aujourd'hui, au niveau agilité, est à peu près… enfin, on ne peut même pas le comparer avec le Typhoon, parce que pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Salon du Bourget, le Typhoon anglais, allemand, espagnol, italien, est le seul avion qui fait ses démonstrations perpendiculairement à la piste, parce que s'il les faisait longitudinalement, il tournerait sur Paris et sur Roissy, et ce n'est pas possible. Alors que le Rafale, ici, fait une démonstration comme tous les autres avions, c'est-à-dire pile verticale de la piste. C'est vous dire l'agilité de cet avion. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Alors, merci, Monsieur Tronca. Je partage le concert de louanges qui vous a été fait. C'était très, très intéressant. Et je veux vous féliciter d'avoir fait cette première expérience avec nous. Vous êtes parti tout seul au feu, là, et vous êtes très bien tiré. Et les petits problèmes techniques qu'on a pu rencontrer, ben, c'est ça le charme du direct. Et au moins, on ne se sentait pas devant un truc prêt à enregistrer. Et j'ai trouvé très sympathique. Comme c'était très sympathique de voir nos intérieurs réciproques, nos maisons dans lesquelles nous étions confinés jusqu'à il y a peu de temps. Voilà, donc c'était une très belle soirée. J'ai compté que nous devions être une quarantaine de personnes à regarder, puisque pour un certain nombre d'entre nous, il y avait également les épouses qui étaient derrière les ordinateurs. Nous allons maintenant, j'espère, pouvoir continuer cette expérience si elle a plu. J'attends des feedbacks aussi de la part de mes collègues. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain. C'est à 10h du matin. Nous allons nous déplacer à Ibaron, au restaurant Le Fronton. Et là, nous avons Jean-Louis Daguerre qui va préparer devant nous un risotto chipiron au jus d'encre. Comme il a quelques petits secrets qui font que ces chipirons, son risotto est particulièrement bon. Si vous êtes là, vous pourrez les apprendre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Et encore merci, Monsieur Tronca. Merci à vous, et c'était très intéressant de se lancer dans ce nouveau défi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.